Donc je rappelle donc le thème de la table ronde, le thème principal. Après, on peut aborder d'autres thèmes et vous pouvez avoir des questions sur d'autres aspects. Le thème, c'est la pratique mixte entre sportifs valides et non valides. Voilà. Donc c'est très large, très ouvert. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'on voit beaucoup de rouge, hein. Mais bon, il y a des couleurs variées quand même devant. Et tout le monde s'est mis au fond, c'est bizarre. Donc Daniel Jeanne, comité régional handisport Normandie. On travaille depuis déjà quelques années avec Pascal et puis toute l'ossature qui consiste à faire avec vous, tous, vous en tant qu'élèves, étudiants et tous les bénévoles, parce qu'il ne faut pas oublier les bénévoles qui sont de notre côté, qui sont venus aider, charrier le matériel et puis aider à démonter, à remonter. Donc merci à tout le monde, hein, parce que c'est grâce à vous tous qu'on arrive à faire des actions comme ça. C'est pas tout seul, en arrivant, en dictant nos conditions, qu'on peut travailler. Il faut le faire ensemble et l'inclusion, elle passe par là. C'est très important. On en parle beaucoup, on voit les politiques à l'heure actuelle qui en parlent, mais ce n'est qu'électoral, et ça c'est dommageable. Et l'accessibilité, pareil, la loi de 2005 n'a pas beaucoup avancé, et on n'avance pas du tout, contrairement aux autres pays européens. Donc il y a ce thème-là qui est très important pour l'accessibilité. Et l'autre thème, le sport pour tous, on va en parler, je pense, avec vous aussi. Le ministre des Sports, Patrick Caner, a signé un décret autorisant 10 disciplines à être déléguées au niveau national et des ligues et comités régionaux valides, dont par exemple le judo, le kayak, enfin toutes ces disciplines-là. Ce qui a été fait avec d'autres disciplines auparavant, mais par des conventions avec les ligues valides. Par exemple, le cyclisme, à l'époque où je courais, a été fait avec la Ligue valide FFC nationale et après avec l'UCI international. Donc ça fait prendre qu'une licence pour tout. La licence dessus est reprise handisport, UCI, et quand on court à haut niveau, c'est important, ça fait qu'une licence à prendre. Donc contrairement à ce que Patrick Caner a décidé, on va demain, je suis en séminaire à Anguin-les-Bains pour tout cela. C'est un thème principal aussi, mais on va travailler avec le CONSF, le Comité national olympique et sportif, pour que les délégations ne se fassent pas d'un bloc dans les 10 disciplines sur les ligues valides, parce que qui va s'occuper des personnes en situation de handicap dans les ligues valides? Ils n'ont pas la connaissance du handicap, pas la spécificité du matériel, comment on le développe. C'est à nous de faire les formations au niveau des comités régionaux. Donc on a une référente formation qui s'appelle Anne-Sophie, qui était là aujourd'hui, et qui part en stage de temps en temps à la Fédé, et on va faire les formations qui vont commencer au mois de mai avec les ligues valides de toutes les disciplines pour qu'on puisse faire l'inclusion, mais discipline par discipline, pas un package. Parce que si on va trop vite, on ne va pas tenir debout. Il faut travailler étape par étape, il faut bien expliquer. C'est du temps perdu un peu au départ, mais si on l'explique bien dans les ligues valides avec des bonnes formations, on va gagner notre temps par la suite. Voilà, donc je laisse la parole à mes collaborateurs à côté. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis Sébastien Marie, président de l'association Handi Uni à l'université de Caen. Donc nous aussi on participe aux Handi Valides depuis la première édition en 2015. On en est à la 3e et c'est vrai qu'on a on a dès le début pris part même à l'organisation et on essaye et on va essayer à l'avenir de proposer à chaque fois des choses un petit peu variées et qui tournent autour de la sensibilisation, à la fois la sensibilisation et la démystification du handicap de manière générale, parce que c'est ce qui nous paraît nous très important dans la mesure où on gère au quotidien un dispositif d'accompagnement des étudiants en situation de handicap vers l'insertion professionnelle, donc vers le monde du travail, pour réussir une bonne insertion, je dirais une bonne inclusion professionnelle. Il est évident qu'il y a toujours, malgré
Monsieur Jeanne le disait, la loi de 2005, malgré des textes, il y a toujours des barrières qui se mettent, des freins qui existent dès lors qu'on parle de handicap, et surtout encore dans les entreprises et surtout dans l'insertion professionnelle. Et c'est pour ça que le côté sensibilisation pour apporter de la pédagogie pour ceux qui agissent comme ça par méconnaissance du handicap, et aussi la démystification, c'est très important pour certes mettre en lumière les difficultés quand on a un handicap et ce qui n'est pas forcément fait ou bien fait par la société, mais aussi les compétences et les capacités des personnes qui ont un handicap. Il faut plus voir le handicap par ils sont pas capables d'eux, mais ils sont autrement capables d'eux, et ça c'est quelque chose de très très important. Bon, je vais pas forcément m'étendre sur ce sujet-là et sur l'association Handi-Uni, mais je voulais du coup profiter pour Angèle Garcia, donc notre trésorière, prendra ensuite la parole, mais je voulais vous faire partager une expérience que j'ai eue pendant 4 ans de pratique d'une discipline. Alors, si je dis sportive, les pratiquants de cette discipline m'assassineraient. Je suis filmé, c'est pour ça que c'est un art martial, je précise. J'ai pratiqué l'aïkido pendant 4 ans. Entre 2002 et 2006, donc dans un club à Caen, à la Folie Couvre-Chef. Et donc, comment je suis arrivé là, c'est des amis, notamment un ami de l'époque qui était très branché là-dessus, qui m'avait dit écoute, ce serait bien que tu pratiques l'aïkido, ça te ferait du bien, tout ça. Donc je dis je vais aller à un cours, à une rentrée de septembre, je vais aller voir et puis il se passera ce qui se passera. Donc j'y vais, je me présente devant le prof, celui qui donnait cours. Donc je lui explique la situation en disant je suis aveugle, j'ai fait du judo pendant mon enfance, je souhaiterais faire de l'aïkido ou au moins m'initier un petit peu, voir ce que c'est. Est-ce que ça vous pose problème, le fait de mon handicap, tout ça. Et lui m'a dit écoute, monte donc sur le tatami et puis on verra bien ce qui se passera. Puis voilà quoi, on verra. A priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème quel qu'il soit, mais voilà, vas-y. Et du coup, je suis resté 4 ans. J'ai quitté le club après parce que j'ai quitté la région en 2006, notamment pour des raisons professionnelles. Mais c'était vraiment une expérience très très intéressante parce que le prof avait décidé d'orienter ses cours. Il faisait pas tout le temps, mais il faisait. Sachant que j'étais le seul aveugle, le seul même en situation de handicap, parmi tous les pratiquants de ce cours-là, quoi. Hein, voilà. Et il a décidé d'orienter son travail, sa pédagogie, sur le développement des perceptions autres que la perception visuelle. Faut savoir que, de manière générale, les personnes qui ont tout leur sens, tout à fait normalement, sans problème, la vue est le sens qui est utilisé
à 95%, à peu près. C'est-à-dire que, sans mauvais jeu de mots, on ne voit que par la vue et que par les yeux. C'est-à-dire que on s'imagine pas généralement. Enfin, c'est pour ça que quand on parle de personnes aveugles au commun des mortels, ça suscite des réactions. Alors, ça peut être de pitié. Oh, le pauvre, mais comment il doit vivre? Ou ça peut être de l'inquiétude totale parce que les personnes se voient entre guillemets, c'est oh, merde. Et si moi ça m'arrivait, comment je ferais? Et souvent ça, on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui à travers les mises en situation à la canne blanche que j'ai pu accompagner tout au long de la journée, le repas à l'aveugle où bon il y a eu des petits événements un petit peu croustillants que je raconterai pas ici parce que bon voilà voilà ça prouve que quand on se retrouve comme ça en situation momentanée mais de déficience visuelle ou de cécité, à la fois on se retrouve désemparé et à la fois au cours des échanges sur les exercices de mise en situation, j'ai pu me rendre compte que en fait les personnes faisaient plus attention aux autres sens justement, à ce qu'ils entendaient, à ce qu'ils captaient au sol, à est-ce que l'air était plus frais ou pas par endroit, enfin toutes ces choses-là. Et donc ce prof là, l'aïkido, donc faisait travailler les personnes autour justement des autres perceptions, des autres sens, et autour du repérage dans l'espace, sans utiliser les yeux, notamment. Alors ça a commencé un cours comme ça. Voilà, et c'était le soir, je me souviens dans le dojo. Et il dit bon bah voilà, on était en train de pratiquer, de faire des exercices. Tout d'un coup, il éteint la lumière. Il éteint toutes les lumières, quoi. Donc forcément, tout le monde, il y a une panne d'électricité, quoi. Non, tout va bien. J'éteins la lumière. Maintenant, on est tous comme Seb. Voilà. Vous allez apprendre de temps en temps à travailler comme Seb, avec ce qui perçoit pas, à savoir le visuel. Bon, alors au début, je dis un petit peu trivialement, c'était un peu un bordel pas possible parce que tout le monde se fonçait dessus, se savait pas du tout quoi faire, tomber, voilà. Moi, je m'en sortais plutôt pas mal, ça allait. Voilà. Mais mais voilà. Et le côté très intéressant, c'est que tout ça a débouché sur une initiative qu'on a fait conjointement, le club d'aïkido, enfin notamment ce prof-là qui portait ce projet-là, et moi, c'est-à-dire qu'il m'a demandé de le mettre en relation avec d'autres personnes aveugles ou malvoyantes. Et il a monté un stage avec des aikidokas confirmés et des personnes aveugles ou malvoyantes d'initiation à l'aïkido. Et les personnes voyantes pratiquaient les yeux bandés. Et ça a été quelque chose de vachement intéressant. Bon, qui s'est terminé après par un événement festif autour d'un repas à l'aveugle aussi, et donc voilà, c'est une expérience qui prouve que des fois sans au préalable des structures comme
handisport ou autre, mais dont je respecte tout à fait le travail et leur grande utilité, il y a aucun problème là-dessus. Eh bien, des fois, il suffit juste de pas se braquer, c'est-à-dire de la bonne volonté d'une personne, tout simplement, qui dit ouais, écoute, tu vois pas, et alors on va essayer. On va voir justement ce que ça donne. On va bien essayer. Et justement, je dirais, c'est comme ça qu'on avance. C'est en essayant, en voulant essayer. Parce que s'il avait dit cet enseignant-là d'entrée de jeu en me voyant, ah oui, mais non, c'est pas, alors ça va pas être possible. Alors va falloir voir au niveau sécurité parce que non, mais vous comprenez là, oulala, c'est pas. On n'aurait pas fait cette initiative-là 4 ans après, et j'aurais certainement pas pu pratiquer. Donc voilà, je vais finir. D'ailleurs, j'ai fini puisque je crois que ça fait un petit peu longtemps que je parle, quand même. Hein. Je vais laisser la parole à Angèle Garcia, qui va vous parler de son expérience en sport adapté. Ah oui, donc d'accord. Ouais, on va faire juste un petit temps de questions intermédiaire avant d'enchaîner avec l'intervention d'Angèle. Donc un petit échange avec la salle, voilà, pour pas que ce soit que les interventions et un temps de questions à la fin. Donc on insère un petit temps de questions et après Angèle pourra intervenir. Et puis peut-être que Monsieur Jean pourra juste présenter les objectifs de Visuel LSF qui suscitera peut-être des questions. Donc là, déjà, si vous avez des questions à poser à Monsieur Jeanne et à Sébastien Marie, c'est le moment. Voilà. Et après, on fera un deuxième temps d'intervention. Moi, j'aimerais bien que la personne ne va pas être contente. Moi, j'aimerais bien que Charlotte, elle nous parle du handicap, parce qu'elle est venue en stage au comité. Elle a travaillé et ça s'est très bien passé. Et je pense que la meilleure façon d'appréhender les questions pour les personnes qui suivent, c'est que Charlotte nous en parle un petit peu. Comment elle a vécu ça? Parce qu'on peut faire du sport, on peut faire l'inclusion, on peut faire du sport avec les personnes en situation de handicap dans un club, une assoce. Mais on regarde l'autre côté de la chose, au comité, comment ça s'est passé, comment tu as vécu ça, en faisant très court, mais est-ce que tu peux nous en parler? Merci Daniel, c'est gentil. Non, mais tu fais simple, voilà. Parce que c'est l'appréhension aussi, parce qu'il y a le côté sportif, discipline, loisir, sensibilisation, il y a le côté organisation de l'autre. Tu l'as vu, tu as été sur les sensibilisations, tu as vu comment ça se passait, le travail en amont, en aval, tout ce que ça compose, c'est très long à préparer pour certaines activités. Est-ce que tu peux nous en parler en 2-3 lignes, quoi? 2-3 lignes. Merci. Oui. C'est vrai que le plus important, enfin moi ce qui m'a le plus impressionné, en fait déjà c'est toute la diversité des handicaps qu'on retrouve et en fait les adaptations qu'on peut mettre en place qui sont en fonction des pathologies et même quand les personnes ont les mêmes pathologies en fait, les adaptations qui sont complètement différentes et qui sont impressionnantes. Je vois par exemple en gym adapté donc avec 2 personnes IMC donc infirme moteur cérébral. Voilà, on arrivait à les mettre au sol en fait, à les sortir de leur fauteuil, donc il fallait être 2 forcément. Mais voilà, les personnes au premier abord, quand on va dans la rue, voilà, on leur dit voilà, elles sont en fauteuil roulant électrique. Non, elles peuvent rien faire. L'activité physique c'est pas possible. Ouais, mais si en fait. On peut toujours, peu importe le handicap, on peut toujours faire quelque chose. Et moi c'est la chose qui m'a le plus impressionné, que j'ai le plus retenu et qui m'a le plus marqué dans ce stage-là. Voilà. Merci Charlotte, mais c'est vrai que le sport santé, comme ça a été fait avec Anne-Sophie, on en parle beaucoup maintenant avec les médecins, pour les personnes en difficulté, soit de mobilité, soit de surpoids, ou peu importe, ou de rééducation. On parle, au lieu de faire un certificat médical avec les médicaments, on parle beaucoup de sport santé. Donc on travaille sur ce domaine-là avec Anne-Sophie, qui est spécialisée,
et avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, régionale aussi, qui nous suit sur ce domaine-là. Et c'est très difficile à mettre en œuvre, à appliquer, mais c'est vrai que, comme tu dis, les personnes ne sont plus seules dans leur fauteuil, dans leur pièce, elles viennent, elles sortent, elles n'y croient pas, et rien que le regard après, on a gagné notre pari, et quand c'est fait périodiquement, c'est très bien. Merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez, allez-y, hein, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, ce serait plutôt à Charlotte que j'aurais une question à lui poser sur son stage, justement. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur à faire? Enfin, est-ce que c'est adapter certains sports, ou si c'est par exemple des dossiers que tu fais, des choses qu'on ne voit pas forcément dans le cadre de notre formation? Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites qui sont en dehors du financement, des choses comme ça qui sont vraiment différentes, qui sont dures à faire? Le plus dur, je dirais, donc, à mon stage au comité handisport, c'était justement de chercher des situations les plus variées possibles aussi, pour que les personnes s'y retrouvent et éviter de tomber dans une routine et que ce soit trop redondant. Pardon. Mais finalement, des difficultés, non, j'en ai pas eu. Non, c'est vrai que au fur et à mesure des jours avec, on s'y fait, on arrive toujours à trouver des, voilà. Non, j'ai pas eu non. C'était en stage de L3, ouais. Après cette année, donc je suis au réseau de cancérologie, donc je m'occupe du projet IMAPAC, initier et maintenir une activité physique avec un cancer. Et du coup, il faut que je développe ce projet-là, en fait, notamment dans l'Orne, donc tous les milieux, on va dire, excentrés. Et finalement, le plus difficile, là, c'est plus, en fait, de réussir à rentrer en contact avec les personnes. Par exemple, là, hier, je devais réussir à contacter, en fait, des mutuelles pour la prise en charge, en fait, des séances d'activité physique. Et au final, c'est vrai que le plus difficile, c'est d'arriver à rentrer en contact, en fait, avec les personnes. Par exemple, c'est vrai que les emails, c'est bien, mais les personnes, la plupart du temps, ils les lisent pas ou ils les ouvrent pas. Et je pense que c'est vraiment ça le plus compliqué, en fait, réussir à rentrer en contact avec les personnes. Voilà. Merci Charlotte, mais je crois que le plus dur quand même, à part les dossiers qu'elle ne montait pas, qu'elle voyait avec Anne-Sophie, sa tutrice, mais c'est le matériel à charger dans le minibus, aller sur les activités, sur les associations, dans les villes, télécharger le matériel, le mettre en place, apprendre, le régler en fonction des handicaps. Et ça, c'est le matériel. Physiquement, c'est vrai que ça demande, pourtant c'est accessible, on a les passerelles pour arriver dans le bus directement, tout ça, on a tout fait pour soulager, mais il y a du matériel qui était ancien aussi, qui était très difficile, les foot-fauteuils par exemple. Donc on vient d'acquérir des fauteuils foot électriques, 5, 9. Donc là, oui, ça bouge bien et ça fait mieux là, c'est mieux. Mais c'est vrai que le matériel, c'est beaucoup de préparation. Juste pour vous dire, parce qu'on parle d'un sport ensemble, d'une activité ensemble, d'une sensibilisation. Avant, on avait beaucoup de structures à part. Par exemple, en vélo, on avait un club handicapé, par exemple, en vélo solo, et un club valide qui était à 10 mètres, mais qui n'était pas la même structure. Maintenant, on demande beaucoup que les clubs assos soient inclus dans les ligues régionales et départementales valides, pour plusieurs raisons. En faisant la formation, on pourra les accueillir plus facilement avec tous les moniteurs, les éducateurs. Et aussi, quand on veut découvrir des jeunes sportifs, on appelle ça les JAP, les jeunes potentiels, et les sportifs de haut niveau, il faut, comme moi j'ai fait, et comme d'autres le font maintenant, parce que moi j'ai plus l'âge de faire du sport à ce niveau-là, mais je courais avec des régionaux en vélo, valides. Et comme ça, quand on arrive dans l'équipe de France handisport, je peux vous dire qu'on a quand même le niveau qui est au-dessus, au lieu de courir qu'avec des handicapés. Et ça permet la connaissance du milieu valide et inversement, et de se parler, de se faire connaître, et à condition qu'on soit nous-mêmes positifs,
Qu'on n'aille pas se plaindre, dire il me faut ci, il me faut ça, il me faut tout. Il faut aussi qu'on s'ouvre. C'est à nous de nous inclure. Hein. On arrive dans des clubs valides où il y a des valides. On est 1 ou 2. En handisport, c'est ça. Hein. C'est handicap moteur. Il y a 1 ou 2 personnes de place en place. Donc, ce n'est pas des groupes comme sport adapté, où il y a des centres, ils sont 30 ou 40, c'est plus facile à faire des activités. Nous, c'est des personnes de place en place. Donc, c'est à nous de nous inclure. Je crois qu'on a une bonne société pour ça, à nous de le vouloir. On est un peu en retard au niveau national et au niveau européen, mais on ne rattrape jamais ce retard, mais ça ne nous empêche pas d'avancer étape par étape. Alors moi, j'aurais une petite question à Sébastien Marie pour savoir si, Sébastien, tu sais, est-ce que depuis que tu es parti de ton club sportif, il y a d'autres pratiquants déficients visuels ou avec d'autres déficiences qui ont intégré ce club depuis? Alors, je sais pas, je peux pas spécialement vous dire exactement, mais par contre oui, ce que je peux dire, c'est que il y a il y a eu cette démarche qu'a eu cet enseignant. Effectivement, j'étais le premier à qui il avait affaire au départ, mais cette démarche d'initiation auprès d'autres personnes aveugles, il y avait l'actuelle présidente de l'association Cécitix qui avait participé à ça. Et l'idée, c'était aussi d'informer auprès des associations et plus largement, pas que la déficience visuelle, mais aussi auprès d'associations dans le champ du handicap, pour passer l'information, dire oui, on peut avoir une situation de handicap et venir pratiquer l'aïkido. Après, je ne sais pas en termes de chiffres concrets si ça a été vraiment suivi. Mais parce que j'ai plus contact avec ce club et les interlocuteurs ont changé depuis le temps. Mais voilà, oui, ce serait intéressant effectivement à savoir. Ouais. Du coup, je rebondis pendant que les questions émergent dans les têtes estudiantines. Je rebondis sur une question à Daniel. Quels sont les dispositifs que proposent les clubs valides pour intégrer des sportifs handicapés? Est-ce qu'on fait de l'inclusion individuelle au bon vouloir, ou est-ce qu'il y a des dispositifs, des procédures qui sont mises en place envers les clubs? Alors, il peut y avoir des inclusions telles que moi. Handicap moteur, ça se voit pas, j'ai 2 handicaps. Hein. Il y en a peut-être un 3e que vous allez découvrir au fur et à mesure, mais au niveau du bras et au niveau du dos. Quand j'étais accidenté, j'étais coupé au niveau du bras et au niveau du dos. Donc ce handicap-là ne se voit pas, comme 80% des Français ont un handicap qui ne se voit pas. Hein. Quand on a un diabète, voilà. Moi, ça s'est fait tout seul, parce que je suis mal marchand des fois. Quand ça va pas, je suis en fauteuil. Donc vous voyez que la vie, elle est compliquée pour tout le monde, de toute façon. C'est pas. Mais par contre, comme disait Sébastien, déficient visuel, c'est autre chose, c'est une autre arrivée. Ce qui existe au niveau des comités départementaux et au niveau de la Fédé, il existe un label FFH pour les compétiteurs de haut niveau, mais il existe aussi au sein du futur cross de Normandie qui va être fait pour la fin de l'année, valide handicapé, ça s'appellera en Normandie, je ne sais pas encore la dénomination, on travaille ensemble pour voir tous les clubs qui accueillent du public, soit en loisir, soit en sensibilisation, pour voir les conditions dans lesquelles ils accueillent. L'accessibilité, les toilettes, les douches, s'il y a tout ça, pour poser nos voitures, pour arriver, tout le cheminement pour faire du sport, sur le terrain de sport et tout ça. Donc on travaille là-dessus, il y a des labels de décernés. Et on ne veut pas faire une quantité de clubs sur la Normandie pour dire on a fait 500 clubs, on veut faire une qualité. C'est-à-dire que les clubs, on veut les suivre tous les 2 ans, prendre contact, voir comment ça se passe, s'ils ont toujours. S'ils n'ont pas de moniteur, on fait les formations, on les invite à venir aux formations pour accueillir en plus ces personnes. Parce qu'on est handicapé physique, on est déficient visuel, on est sourd, mais une personne qui est un peu obèse peut faire du sport. Une personne âgée peut se mettre au sport.
Le sport santé, tout le monde peut se mettre au sport. Donc, même en le faisant par loisir. Donc, il faut vraiment qu'on soit attentif à ça. Et tout le monde en est bien conscient, mais c'est à nous de faire l'impulsion au niveau des clubs. Ils sont déjà bien développés, mais à nous de les suivre et ils aiment bien avoir le contact avec le comité régional. Parce que c'est vrai que quand on parle, le comité régional est en haut, il nous voit moins souvent, mais non, on prend contact avec eux et on voit comment que ça se passe, s'ils ont des problèmes et tout ça, en lien avec les comités départementaux. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs où il y a une mixité entre valides et personnes handicapées? Alors sur la Normandie, je crois qu'on en est à 35 ou 40 clubs. On va arriver près des 50 cette année. La mixité, oui, elle se fait. Il n'y a pas beaucoup de structures à part. Moi, j'en connais une à côté de chez nous à Caen, c'est Sport Handi Nature, qui a une structure à part. C'est les handbikes, et tandem, tout ça. C'est une structure à part, mais il n'y en a plus beaucoup. La plupart des clubs sont adossés à des clubs valides et ça marche ensemble. Aussi bien chez nous, les hommes, les femmes aussi commencent à arriver dans les clubs et les jeunes aussi. Donc non, on axe plus vers cette mixité-là pour avancer ensemble parce que nous, handicapés, on apprend avec les valides dans le club ce qui se passe et tout. Et les valides apprennent avec nous ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et il ne faut surtout pas arriver en disant « moi, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ça ». Il faut regarder la possibilité, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite. En premier lieu, la durabilité et la pérennisation de l'arrivée d'un sportif ou d'une sportive, qu'elle soit de haut niveau ou pas. Mais essayer de bien entourer, mais vraiment sans trop cajoler non plus, parce qu'on n'aime pas ça, hein, les handicapés n'aiment pas ça. Mais faut vraiment un suivi derrière du comité régional. Ouais. Moi, je voulais savoir au niveau de quand vous démarchez les clubs, est-ce que vous avez souvent beaucoup de refus ou comment ça se passe quand c'est vous qui les démarchez? Et au niveau de la qualité, vous avez parlé de la qualité des clubs. Comment vous les définissez? À partir de quoi vous dites que vous pouvez les démarcher et qu'ils ont la qualité qu'il faut pour pouvoir être affiliés, quoi. Alors souvent, ce sont les sportifs handicapés qui cherchent un club, qui nous téléphonent, qui téléphonent aux comités départementaux. Est-ce que vous avez un club? Par exemple, déficient visuel, comme disait Sébastien, ou Monsieur Marie, la directeur des sourds. Ils cherchent un club, et ben, soit ils téléphonent, soit ils cherchent eux-mêmes. Et s'ils nous téléphonent, on leur indique le club le plus près de leur domicile, déjà pour commencer, pour éviter des trajets trop longs. On essaie de faire ça. Après, si la personne ne veut pas s'inscrire dans ce club-là, elle va ailleurs. Mais on lui indique tous les clubs. On a un site internet où tous les clubs des comités départementaux et du comité régional sont inscrits dessus. Hein. Donc il est accessible aussi aux déficients visuels et tout ça. Donc voilà, déjà ça c'est une première approche. Et sur la qualité, on a fait une trame avec le CROSS, le comité régional olympique et sportif, sur tous les critères qu'on a décidés. Et on va voir les clubs, les contacts, on va voir. Ce sont des salariés du CROSS qui vont accompagner d'une salariée du comité régional ou comité départemental qui connaît la spécificité du handisport et de même pour le sport adapté. Ils y vont aussi par l'intermédiaire des comités départementaux olympiques et sportifs. Sport adapté est aussi partie prenante pour aller, ça concerne le handicap mental, pour aller voir les clubs, la qualité de recevoir le sportif ou la sportive. Et est-ce que vous les suivez au niveau de la qualité? Est-ce que vous les suivez sur plusieurs années? Vous êtes tout le temps en relation avec les clubs qui sont affiliés à vous? Au départ, on ne suivait pas trop quand ça a été mis en marche il y a quelques années, Valide Handicapé. Maintenant, il y a un suivi régulier tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Ça va être remodulé vu que les crosses vont fusionner. Cross de Basse-Normandie et Haute-Normandie vont fusionner à la fin de l'année. Donc là, il y aura une entité nouvelle pour gérer ça, une commission. Et je pense que ça sera de même tous les 2 ans, il y aura un suivi. Et on fait un compte-rendu à la région et à l'État des travaux qu'on a fait, quoi.
Daniel, tu me reprends si je me trompe, mais il me semble qu'il existe une carte des clubs qui ont le label valide handicapé qui est consultable sur Internet. Il y a une carte, tu as raison de me rappeler, parce que ça, je n'ai pas pensé à le dire. Il y a une carte, c'est sur le site du CROSS de Basse-Normandie. Hein, il y a une carte valide handicapé, vous allez sur le site, et il y a tous les clubs qui sont référencés dessus. Valide handicapé, qui ont un label. Alors, quand ils sont reconnus, labellisés, ça se fait avec la région et l'État, et ça se passe au conseil régional quand les clubs ont été sélectionnés. Et il y a une remise de t-shirts pour les clubs, il y a une remise pour les responsables et puis tous ceux qui s'occupent des personnes en situation de handicap et les sportifs. Et il y a un chèque qui est aussi accompagné venant d'un partenaire du CROSS pour développer la discipline au sein du club. Merci. D'autres questions avant qu'on passe à la deuxième partie des interventions? Justement, vous parliez au niveau de la géographie, est-ce que c'est réparti un peu partout, par exemple en Normandie, où il y a des zones qui sont un peu plus concernées? C'est une très bonne question, ça. La Basse-Normandie avait valide handicapé avec le CROSS, donc on travaillait sur la Manche, sur l'Orne et sur le Calvados. Maintenant que ça va être mis au CROSS Normandie à la fin de l'année, ça sera mis que l'année prochaine, hein, parce qu'il faut que le CROSS soit fusionné, on va travailler sur la Seine-Maritime et l'Eure. La Seine-Maritime et l'Eure, ils avaient un label à part qu'ils faisaient, eux, avec leur DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale, qui fait partie de chaque conseil départemental. Et eux, ils appelaient ça sport et handicap. Ils ont à peu près, dans la Seine-Maritime et l'Eure, 250 clubs. Mais tout ça va être remoulu ensemble pour qu'il y ait la même trame et la même finalité. Tout ça va être repris ensemble à partir de l'année prochaine, quoi. Donc à peu près, chez nous, on a à peu près, en Basse-Normandie, on avait là, à la dernière AG du CROSS, une centaine de clubs qui étaient reconnus, labellisés. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les deux premières interventions? Okay. Donc je passe le micro à Angèle. Et ensuite, Monsieur Jean, si vous pouvez présenter Visuel LSF. Donc, bonjour. Donc, moi, depuis que toute petite, j'ai été baignée dans le sport. Il marche le micro. Oui, il marche. Là, c'est bon. Là, c'est comme ça, à 5 cm. Donc, j'ai notamment fait pendant beaucoup d'années du hand. Donc, il y avait bien sûr que moi qui étais handicapée. Et ça s'est toujours bien passé au entraînement comme les matchs entre plusieurs équipes. Et donc, il y avait un peu de surprotection par rapport à l'entraîneur et aux joueurs de l'équipe. On ne va pas le cacher. Mais j'ai tout le temps été bien entourée, t'avais plus d'encadrement, mais j'ai été bien intégrée dès le départ. Ensuite, en dehors du hand, pendant toutes les vacances scolaires dans la ville où mes parents sont à l'Aigle dans l'Orne, on avait du sport vacances. C'est-à-dire qu'à toutes les vacances, par demi-journée, il y avait une activité différente.
Donc, pareil, quand il y avait une difficulté par rapport à mon handicap, on trouvait tout le temps des solutions pour les contourner. Je vois au hand, au lieu de tripler d'humain, moi j'avais le droit d'utiliser les deux mains. Donc il y avait un peu des règles à part pour moi, mais que d'entraînement bien sûr. J'ai aussi fait du judo pendant 2 ans. Et à l'université, j'ai eu la chance à travers le SWAP, de pratiquer le tir au pistolet. Donc pendant 1 an, et j'ai eu la chance et aussi les compétences pour aller au championnat interuniversitaire de tir. Donc évidemment, c'était la première rencontre avec tous les pratiquants de toutes les universités de France qui ont eu suffisamment de points. Il y a un test pour entrer dans le championnat. Donc tous les temps, c'est dans une ville différente. Là, c'était à Antibes. Donc c'était la première fois qu'une personne handicapée participait à ce championnat-là. Et en fait, pendant toute l'année où j'ai fait du tir, il y avait des adaptations. Par exemple, au lieu d'être debout, j'étais assise. On m'aidait à charger le pistolet. Il y avait un support pour le tenir, pour pas que je tende mon bras au risque que de me faire mal. Et comme l'a dit Sébastien, c'est aussi grâce aux volontés des autres de s'adapter au handicap. Que si le prof de sport à la fac qui faisait le tir ne m'avait pas permis d'essayer, qui sait, peut-être qu'un autre prof aurait pas fait tous les efforts qu'il a fait pendant toute l'année. Donc ça m'a permis de me sentir comme tout le monde. Parce que c'est aussi ça le but de faire du sport avec des... Même si j'aime pas ce mot-là, avec des valides, c'est que c'est pour te sentir comme tout le monde. Et là, quand on est avec des personnes qui veulent bien s'intéresser au handicap, la plupart du temps, c'est pas nous, personnes handicapées, qui nous adaptons au sport, aux autres. C'est plutôt le contraire.
Et c'est ça qui est aussi important et qui montre que les personnes sont intelligentes, entre guillemets. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Éric Jean. Je travaille au sein de l'association Visuelle Langue des Signes Normandie. Et donc l'objectif de cette association, c'est d'enseigner la langue des signes à un public entendant. Et l'objectif, c'est de réunir le monde entendant et le monde sourd. Parce qu'auparavant, c'était vraiment tout le temps les sourds d'un côté et en plus, on était cachés. Donc, l'idée, vraiment, quand on a créé l'association, c'était ça, l'idée justement de mélanger les entendants et les sourds, et puis qu'il y ait une meilleure communication entre ces deux mondes. Donc, c'est en progrès, c'est de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent pour apprendre la langue des signes. Alors, on propose aussi beaucoup de sensibilisation, justement, à la surdité. C'est pour ça qu'on participe à des événements comme le vôtre aujourd'hui, parce qu'on a envie que les gens nous regardent, voilà, comme on est sourd, ok, et alors ? Voilà, on n'a pas d'autres problèmes particuliers, on vit normalement. Le seul souci, c'est qu'on n'entend pas. Voilà. Donc nous, on peut s'adapter, comme les autres peuvent aussi s'adapter à nous. Alors, c'est vrai que le regard, en fait, vient plus de la société en disant « Oh, les pauvres, ils n'entendent rien. Oh là là, donc ça veut dire que vous ne comprenez rien aussi, vous êtes un petit peu bête. Voilà. » Mais sauf que nous, en fait, on a remplacé nos oreilles par nos yeux. Et donc, le fonctionnement cérébral est quand même... est similaire que si on entendait. Donc on peut participer, on peut faire du sport, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci puisque tout passe par les yeux. Moi par exemple, depuis que je suis tout petit, j'adore le foot, je suis un grand fan de foot, et donc j'ai été dans des clubs d'entendants et je me suis toujours bien adaptée. Alors bien entendu, le prof a toujours cherché lui-même des stratégies. Il a sorti son tableau, il a fait des dessins, etc. Il a toujours trouvé des solutions pour pouvoir communiquer avec moi. Et donc voilà, depuis tout petit, j'ai toujours pratiqué du sport. Alors là actuellement, je suis dans un club de foot pour les sourds. Alors on organise des matchs de manière amicale avec des entendants. Alors des fois justement, les entendants se disent ah ben tiens, des sourds peuvent faire du foot. Eh bien oui, la preuve, vous le voyez en direct. Mais comment vous faites pour entendre l'arbitre ? Eh bien, on agite un petit papier comme ça, et donc comme on est très visuel, voilà, on s'arrête. On sait que c'est comme si vous siffliez dans le. Bon, enfin voilà. Et donc tout à l'heure, vous nous avez parlé de la loi de 2005. C'est vrai que nous la loi de 2005, honnêtement, on l'a mis de côté, parce que clairement c'est vraiment que du politique. Là, on a vraiment envie de voir du concret pour l'avenir. On a vraiment envie que les gens ne restent pas sur le banc de touche, comme on dit justement, et lancent des actions concrètes. Voilà, que ce soit l'handisport ou d'autres associations, etc. Voilà, on a besoin de faire changer les mentalités. Si on attend après les politiques pour le faire, on n'est pas sorti. Donc voilà, parce que on est en 2017. La loi date de 2005, ça fait 11 ans déjà, enfin plus de 11 ans. Donc voilà, bon, moi je suis un petit peu militant aussi, mais quand même, on sait très bien que au niveau politique, ça bouge pas. On les rencontre, mais là on est en 2017 et ça n'a toujours pas avancé. Donc bon, le mieux c'est on écarte cette loi-là et on avance tous ensemble. Voilà, comme des actions comme aujourd'hui, on échange, on partage. Et ce qui est important, c'est de sensibiliser les générations futures, les jeunes. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire changer les choses. C'est vrai que nous, en tant que sourds, on a notre obstacle premier, c'est la communication. Alors des fois, on passe par l'écrit, on lit sur les lèvres, etc. Et alors le top, c'est d'avoir les interprètes parce que c'est notre pont linguistique. Voilà. Très bien. Donc après, le souci, c'est tous les problèmes administratifs, par exemple. À petite expérience au niveau des pompiers, de la police, de la santé. Bon, je vous fais une petite parenthèse, c'est une petite digression, mais c'est pas très bien ce que j'ai fait. Je me suis fait arrêter 9 fois par la police. Et je leur faisais comprendre que j'étais sourd, et comme ils ne pouvaient pas communiquer avec moi,
eh bien, ils m'ont laissé repartir. Bon, j'avoue, j'ai un peu profité de la situation. Oui, bah oui, vous pouvez rire, je sais bien, mais c'est vrai, ça, c'est la vérité. Voilà, je l'avoue 9 fois quand même. Hein. Donc bon, voilà. Bon, c'est pas normal. Là, il n'y a pas d'égalité pour le coup. Normalement, la police aurait dû m'arrêter, trouver une solution, faire venir une interprète, voilà, ou apprendre la langue des signes, pourquoi pas, hein, pour qu'on soit à égalité. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Merci Eric. Merci Eric, mais c'est vrai que sur la loi de 2005, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est capable, nous, de procéder à une accessibilité. Par contre, comme j'ai fait l'autre jour sur un cimetière, où la commune avait demandé à une société privée ça coûtait un budget énorme. Et là, on l'a fait en 1 heure. On a fait les plans, on a tracé les planches et le cimetière est devenu accessible pour les fauteuils. Donc, ça a coûté beaucoup moins cher. Là-dessus, sur le sport pour tous, je suis d'accord avec toi, j'ai couru avec des sourds en vélo. Et je me demandais où était leur handicap, tu vois. Parce que j'ai dit, mais ils m'entendent pas, mais c'était comme ça, c'est pour rire. Mais je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire rire tous. Quand j'étais élu président du comité régional, les sourds sont arrivés avec le handisport, parce que c'était une fédération à part, à Eric, et il s'en rappelle très bien. Je lui ai téléphoné plusieurs fois. J'ai dit à Muriel, je l'ai appelé, mais il me répond pas, et il n'y a jamais de réponse de la part des sourds, je commence à en avoir marre. Et Muriel m'a dit, mais tu téléphones à des sourds, Daniel. Et vous voyez que le handicap, vous voyez un peu, hein, pour détendre l'atmosphère. Vous voyez, et je téléphonais, je dis, mais ils me répondent pas, comment ça se fait? Muriel, elle me dit, mais ils sont sourds, ils vont pas te répondre, il faut que tu fasses un mail. Ah oui, d'accord, bon, ben voilà. Hein, mais on se connaît avec Eric, et oui, on a la possibilité, enfin, on est positif pour avancer ensemble, et un vivre ensemble pour tous. Exactement, bravo. Donc on va passer au temps des questions par rapport aux interventions de Angèle Garcia et de Monsieur Éric Jean. J'espère que vous avez quelques questions, pas toujours les mêmes, hein, mais c'est bien, hein, Maxence, mais ça peut tourner. Moi, je voulais savoir si, au niveau de votre association, combien vous arrivez à sortir d'interprètes par an pour pouvoir vous intégrer petit à petit dans la vie quotidienne, en France, quoi. En France et avec votre association. Donc nous, au niveau de notre association, en fait, on propose des cours de langue des signes et on suit des critères de niveau européen. Donc on va du A1 jusqu'au C. Après, il y a les interprètes ont le niveau maximum et après doivent aller dans différentes universités en France. Donc nous, on ne forme pas des interprètes, mais voilà, elles passent par chez nous pour apprendre la langue des signes et après elles vont à l'université pour apprendre le métier d'interprète. Donc nous, on ne forme pas des interprètes, mais on sait que voilà, elles passent par chez nous. Il y en a beaucoup qui ont, il y a beaucoup de personnes qui ont le A1, A2. Après, peu de personnes vont jusqu'au B1 et après le C encore moins. Donc il y a très peu d'interprètes. En France, il y a très 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 peu d'interprètes. Je crois de mémoire, il doit y avoir 400 interprètes diplômés pour toute la France, ce qui est vraiment peanuts. Si on compare par exemple aux États-Unis, à New York, rien que la ville de New York, il y a 3000 interprètes. Voilà. Donc rien que pour la ville de New York, si on compare ici en France, pour tout le pays, on a 400 interprètes. Voilà, donc c'est très peu. On a énormément besoin d'interprètes. Voilà, on a vraiment besoin que ce métier se développe. Je voulais poser une question. La durée d'un stage, par exemple, moi, les salariés, si elles veulent faire un stage, la durée du stage. Alors ça dépend au niveau de la durée. Si la personne est à l'aise, elle va apprendre vite. Si une personne est timide, ça va être un petit peu plus difficile. Mais même si elle est timide et qu'elle a envie, qu'elle est motivée. Alors après, pour devenir interprète, il faut au moins apprendre déjà 600 heures de cours. Il faut aussi rencontrer des personnes sourdes, avoir l'expérience de la culture, etc. Il faut faire les études. C'est un bac plus 5 quand même pour être interprète. Donc voilà, c'est l'université qui délivre le diplôme, le titre d'interprète.
Ça dépend vraiment des personnes, si elles se sentent à l'aise ou pas, si elles sont timides, extraverties, introverties, peu importe. Voilà, ça dépend vraiment de la motivation de chacun. Est-ce que je peux le faire? Bien sûr, ouais. Il y a une personne qui travaille dans une école au CROP qui a juste un bras et qui signe aussi avec un bras et qui utilise beaucoup les expressions du visage et les expressions corporelles. Mais oui, tout à fait, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ah oui, vous pouvez. Merci. Ah oui, vous pouvez essayer d'apprendre. Venez sur un cours, on peut vous faire un cours gratuit, vous venez essayer, vous allez voir, on va vous apprendre les bases et on va passer par des jeux, etc. Comme aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Et c'est pareil, petite question à toute la salle, est-ce que c'était difficile pour vous, ce que vous avez fait en atelier aujourd'hui? C'était difficile, non? Ça va? Ça a été? Bon, je vois qu'ils sont timides. Ma question, ça concernait principalement la sensibilisation. Vous avez dit que vous essayez de mettre en situation un peu de surdité et j'aurais juste aimé savoir comment vous y preniez. Pardon, j'ai pas compris la question. C'était juste par rapport à la mise en situation pour la surdité, comment elle était effectuée. Donc on se retrouve dans une pièce. Donc moi je suis dans une pièce et donc une personne rentre dans cette pièce pour me voir et donc la personne ne doit pas parler, doit on va dire laisser son cerveau à la porte et doit se dire bon allez maintenant je passe que en langue des signes. Si par exemple vous allez en Chine ou un Chinois qui vient ici, un touriste, il ne parle pas du tout anglais, pas français, rien du tout. Comment vous feriez pour le rencontrer et pour discuter avec cette personne-là? Je parle d'un Chinois entendant, pas d'un Chinois sourd. Vous êtes entendant, vous êtes face à un autre entendant qui vient d'un pays étranger. Voilà, vous ne maîtrisez aucune langue commune. Vous faites comment? Vous allez utiliser vos mains et vous allez mimer. Voilà. Et donc, vous allez travailler ce qu'on appelle l'iconicité. Vous allez beaucoup décrire votre environnement. Et donc, ça, c'est la base. C'est la description. On travaille à l'aide de supports vidéo, de jeux, etc. Et donc, on s'adapte de manière mutuelle. Et donc, c'est comme ça qu'on vous donne petit à petit le vocabulaire. Et puis, vous progressez et vous finissez par communiquer. Après, il n'y a aucune appréhension à avoir. Vous pouvez venir nous voir en tant que sourd. On ne va pas vous manger et on peut vous proposer des cours. Il n'y a pas de souci. Nous, on est très à l'aise. Il n'y a pas de problème. Et donc, on peut travailler avec toute personne entendante. Il n'y a pas de souci. Voilà, on fait ça depuis des années et ça marche. Alors, je poserai une question pendant que ça vient là, à Éric Jean aussi. L'an prochain, sur la 3e année de licence STAPS, activité physique adaptée santé, on va proposer 20 heures d'initiation LSF. Est-ce que vous pensez que, alors je sais bien que pour être interprète, c'est 600 heures, mais ce n'est pas notre objectif. Est-ce que vous pensez que ce module de 20 heures qu'on va proposer l'année prochaine, il est intéressant pour nos étudiants et en quoi vous pensez que c'est pertinent ou pas pertinent? Ah si, c'est très intéressant. Alors 20 heures, de toute façon, on va voir un petit peu, on va adapter les thèmes, on va parler du sport, bien entendu. Donc en fait, on vous propose des cours sur mesure. On va vraiment adapter à votre département, votre UFR. Donc c'est très bien, 20 heures, c'est très très bien. Après, s'il y a un ou deux étudiants qui ont envie d'apprendre plus, et bien dans ces cas-là, ils vont franchir les différents paliers et puis ils vont apprendre un peu plus de langue des signes par eux-mêmes. Et peut-être que même Handisport pourrait embaucher un interprète à l'avenir pour justement faciliter la communication. Et peut-être que même l'université va embaucher aussi quelqu'un. Voilà, pourquoi pas.
Alors, j'ai vu sur vos plaquettes de formation, vous proposez différentes modalités, des cours du soir, des stages le week-end ou les vacances, ou des stages enfilés. Est-ce que ça a un coût? Est-ce qu'il y a, voilà, c'est quoi le coût pour arriver à un minimum de volume horaire pour pouvoir échanger, discuter? Combien d'heures et quel coût? Et est-ce qu'il y a des aides? Alors, peut-être qu'une de mes collègues va pouvoir parler des subventions. Non, bon, je vais voir, enfin, du financement. Je vais m'en charger. Si c'est des interventions collectives, dans ces cas-là, c'est un petit peu moins cher. Pour un étudiant, c'est 6,50 € pour 1 heure. Voilà, pour apprendre la langue des signes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était cher. Donc, mais il faut pas oublier que voilà, nous on a plusieurs salariés au sein de l'association, louent nos locaux. Enfin voilà, on a toutes les charges qui sont liées à une activité comme la nôtre. Donc pour moi, 1 heure 6,50 €, je trouve que ça va. Hein. C'est quand on regarde par rapport à d'autres, par exemple des cours d'anglais, je crois que c'est 20 €. Hein. 20 € pour 1 heure. Ou 13. Enfin bref, en tout cas, c'est beaucoup plus cher que nous. Nous, c'est 6,50 €. Bon, voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a une équipe de qualité avec des formateurs de qualité, des formateurs qui sont diplômés, qui ont une pédagogie, qui ont une linguistique, qui ont réfléchi à la grammaire. Donc voilà, on est une équipe de pros, hein, et donc on vous propose des cours de qualité. Voilà. On est quand même un centre de formation, reconnu centre de formation. On n'est pas une petite association qui propose des petits cours du week-end comme ça. Non, non. Vraiment, on peut vous proposer un programme adapté. Donc voilà, il y a du boulot derrière quand même, hein, beaucoup de boulot de préparation. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu plus cher que ce que vous imaginiez. Alors oui, pardon, au niveau des aides de subventions et de financement, je vais laisser ma collègue en parler. Alors, nous proposons du coup soit les personnes qui sont donc étudiants, qui sont demandeurs d'emploi ou qui ont une personne sourde dans leur famille, ils peuvent donc bénéficier du tarif réduit. Après, pour ceux qui n'ont pas ces réductions, ils auront le tarif plein. Donc, je vais donner un exemple à chaque fois pour 30 heures de formation. Donc, pour une personne avec un tarif réduit, ce serait 195 € pour 30 heures. En tarif plein, ce serait 225 €. Et après, 225 €. Et après, il y a ceux qui sont aussi demandeurs d'emploi et qui peuvent être pris en charge, par exemple, par Pôle emploi ou par Cap emploi ou une subvention de la région, par exemple. Là, ils ne règlent rien du tout. Ou à la rigueur, l'adhésion de 15 €. Mais après, Pôle emploi prend tous les frais pédagogiques à sa charge. Et voilà, nous nous occupons de faire un devis, d'envoyer les programmes, les plannings, voilà, pour qu'ils aient conscience de ce qu'on propose aux futurs stagiaires. Ils acceptent et après, ils financent tout au long de la formation. Et également les entreprises, donc voilà, sous forme de CIF. Donc ceux qui sont en CDI, en CDD, peuvent partir sur une semaine ou alors en cours du soir sur 2 heures et se faire financer entièrement par l'entreprise ou par le fonds GESIF ou par un OPCA lié à l'employeur. Et voilà, donc il y a plusieurs possibilités. À chaque fois, voilà, vous nous contactez, on vous fait un devis et on peut discuter pour ceux qui justement ne savent pas comment se faire financer pour avoir les aides. Voilà. On est là pour aider aussi et pour conseiller. Eric, juste le comité régional handisport a déjà pensé pour une personne pour faire la traduction, mais soit embaucher une personne, on sait ce que c'est. Salaire et charges, c'est énorme. Donc à faire attention au budget pour qu'on puisse développer notre cause et pas développer notre personne. Mais par contre, Muriel et Anne-Sophie, j'en ai déjà parlé, on est en train d'avancer sur ce dossier-là. Peut-être chacune leur tour, un temps bien défini, peuvent avoir le minimum déjà avec vous, quoi, pour qu'on puisse se débrouiller déjà au départ, quoi. Oui, c'est bien. Alors moi, je ne demande pas forcément qu'elles deviennent, qu'elles aient un niveau interprète. Hein. C'est uniquement qu'elles puissent communiquer avec nous. Voilà, ça me satisferait pleinement. Déjà le bonjour. Souvent elles sont là. Je signe un tout petit peu. Je fais mais non, mais c'est pas grave, c'est pas de votre faute. Il n'y a pas de souci.
Déjà, si vous connaissez quelques signes, bah, moi, ça me suffit. Et je suis content. Et au moins, je sais que je suis pris en compte voilà, pleinement comme une personne normale. Alors, certes, sourde, mais bon. Alors, souvent, les personnes se disent « Oh, je signe un tout petit peu. » Mais ne culpabilisez pas. Même si vous connaissez quelques signes, déjà, c'est pas mal. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rencontrera, on vous donnera quelques signes, etc. Donc, voilà, si au moins vous avez la base, c'est déjà pas mal. Et puis, ça viendra petit à petit. Et moi, je suis contente parce que franchement, cette journée, c'était vraiment très positif. Et peut-être que demain, on se croisera, vous me direz juste bonjour, mais c'est la base, c'est déjà la base. Et je suis très content. Et après, on ressent aussi les émotions, on voit si la personne est contente ou pas. Enfin bref, voilà, je vais pas développer, mais... Des questions? Oui. Voilà. C'est de la route. Ma question est peut-être bête, mais est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre la langue des signes français et celle d'autres pays? Alors, ici en France, pour dire manger, par exemple, je ne sais pas, vous feriez comment? Voilà, ouais, manger comme ça, c'est logique. Hein. Voilà, où on mange ou la soupe, voilà, peu importe. Si on va en Chine, par exemple, d'après vous? Voilà, les deux doigts pour les baguettes, tout à fait, voilà. Ouais. Si par exemple, on va dans un pays maghrébin ou du nord de l'Afrique, hop, comme ça, on récupère dans le fond de l'assiette, hein, voilà, avec la main. Et en fait, les langues sont liées aux cultures. Et donc, comme il y a une culture par pays, il y a une langue par pays. Alors par contre, on a une grammaire commune, parce que tout passe par le visuel. C'est une langue très visuelle, donc la grammaire est la même. Par contre, après, ce qu'on appelle le signaire, le vocabulaire en langue des signes, est différent. Voilà, ça dépend vraiment de la culture du pays. Par exemple, pour une maison, vous feriez comment ici en France ? Ouais, le toit, on est d'accord. Hein. Et en Chine? Ouais, le toit au-dessus de la tête, ok, c'est pas mal. Non, comme ça, avec les pans de toit remontés. Parce que c'est très visuel. On regarde la forme de notre environnement et dans ces cas-là, voilà, on suit la logique. Et en France, nous, c'est des pans tout droits. Voilà. Et vraiment, c'est le visuel. On fait tout avec nos yeux. Alors, il n'y a pas une seule langue des signes, enfin une seule langue déjà vocale dans le monde, mais c'est pareil pour la langue des signes. Mais par contre, on a des facilités pour aller à l'étranger, que ce soit en Italie, en Espagne, peu importe. Quand on voyage, dès le 3e jour, on arrive à se comprendre. Parce que c'est vrai, comme on a la même grammaire déjà, par contre vous êtes obligé de sortir votre petit dictionnaire et puis de chercher comment on dit tel mot en chinois, en italien ou peu importe, et puis alors voilà, vous passez votre voyage avec votre dictionnaire sous le bras, alors que nous non, en 3 jours, bah voilà, on utilise l'iconicité, les images et ça passe. Je suis désolée, je vais couper court par rapport aux situations de surdité. Je peux passer à... Ah pardon, c'était pas une question bête quand même, hein, ce que vous avez posé tout à l'heure comme question. C'était pas une question bête, voilà, je préfère préciser. Moi j'ai une question à poser à Angèle. Je voulais savoir si vous pratiquiez encore des activités sportives. Donc le tir notamment, j'ai dû arrêter car... comme je ne suis plus à la fac, j'ai plus le droit de participer aux entraînements et aux championnats à l'université. Je sais qu'on l'entraîneur de la fac m'avait indiqué un club à Hérouville, mais j'ai pas encore eu le temps de... On m'avait dit qu'on
qu'on allait m'accompagner au club pour dire comment on avait fait à la fac et comment on pourrait faire avec eux. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais je sais que là, j'utilise non pas un vélo, mais un tricycle pour me balader. Donc un vélo avec 2 roues arrière pour me permettre de faire du sport tout seul. Bon, j'ai le micro, je profite. Non, je voulais revenir sur la surdité. Est-ce que vous voyez qu'il y a des évolutions par rapport à une dizaine d'années ou pour communiquer dans la société, dans l'environnement, rien que si c'est pour aller chercher ses médicaments à la pharmacie ou faire ses courses ou communiquer avec le monde extérieur, tout simplement? Oui, c'est mieux. Ouais. Bon, je dirais que par rapport à il y a 10 ans, non, mais plutôt il y a 20 ans. Déjà, avant, on était, moi, quand j'étais jeune, je me souviens, on se moquait de moi quand je signais. Par exemple, là, récemment, il y a eu un film, La famille Bélier, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais ça, ce film a vraiment fait prendre conscience à la société, voilà, des difficultés. Alors en plus, c'était une comédie, c'était sympa, ça signait. Donc vraiment, on sent que les mentalités ont un peu changé. Et depuis, c'est vrai que nous, au niveau du centre de formation, on a eu plein de gens qui sont venus s'inscrire. Et c'est pareil dans les autres centres de formation en France. On sent que vraiment les gens ont envie d'apprendre un peu plus la langue des signes. Donc on sent qu'il y a un peu plus d'adaptation envers nous. Et c'est vrai que quand je dis bonjour, enfin que je signe bonjour face à une personne que je ne connais pas, la personne s'adapte, sort un petit bout de papier, un crayon. Voilà. Moi, ça me gêne pas de m'adapter à partir du moment où la personne en face fait aussi un effort. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux. Bon, après, il y a toujours des progrès à faire, c'est sûr. C'est vrai que le côté pauvre petit sourd, ils doivent être malheureux parce qu'ils n'entendent pas, non quoi, il faut arrêter. On peut faire du sport, on peut faire plein de choses. Voilà, cette pitié, faut qu'elle s'en aille quoi. Donc éventuellement une dernière question, sinon je pense qu'il est l'heure d'aller boire un petit pot tous ensemble au gymnase. Donc retour au gymnase. Je remercie beaucoup les intervenants et leurs interventions qui étaient très intéressantes. Merci aux traductrices également qui ont été efficaces. Et donc, direction le gymnase, retour au Bertrand. Merci à vous tous, parce que vous pouvez vous applaudir. Sébastien, tu veux dire quelque chose? Alors, j'avais juste en fait une dernière question, c'était pour Eric, parce que en fait, je fais partie de ceux qui siègent notamment dans les commissions de la MDPH. Et donc les répartitions titulaires à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comme à la commission exécutive, qui sont les instances, je dis pour tout le monde, de la MDPH, on va pas s'étendre là-dessus. Et donc je suis titulaire, donc personne aveugle. Et on m'attribue, donc le préfet m'attribue des suppléants qui sont sourds et qui communiquent en LSF, en langue des signes. Alors, à première vue, c'est quand même très très compliqué au niveau de la communication,
parce que demander à travailler ensemble un gars qui voit rien et un autre qui n'entend pas et qui communique en langue des signes, c'est compliqué. De la même manière que Daniel t'a posé la question quand on n'a pas l'usage d'un bras, est-ce qu'on peut pratiquer la LSF? Je veux dire que quand on voit pas, quand on est aveugle, comment est-ce que concrètement ça peut se passer pour apprendre ne serait-ce que quelques rudiments pour pouvoir communiquer un peu quand on est dans de telles situations? Oui, on peut tout à fait, on peut. Lorsqu'un sourd et un entendant... Alors, attends, c'est compliqué, il faut que je t'explique. C'est un petit peu compliqué. Oh là là, que je réfléchisse. Donc, moi, je suis sourd, ok? Non, je suis sourd et aveugle. Donc, je peux communiquer avec une autre personne, aveugle ou entendante, peu importe, ou sourde, voilà. À travers les mains, en fait. Un petit exemple. Pour le bonjour, en fait, il faut que la personne touche ma main et sente le mouvement plus la configuration de la main. Si ça va, là, avec les deux doigts, comme ça, elle va sentir mes mains, elle va voir que je bouge mes deux doigts, et voilà, elle va sentir la forme. Le oui aussi, elle va toucher la configuration de la main. Hein, je me retourne, mais voilà. Et donc, il y a une école à Poitiers qui est spécialisée pour apprendre ce qu'on appelle la langue des signes tactiles. Donc c'est pour les sourds et aveugles. Donc c'est très rare, hein, mais ça arrive. Ah, oui. Mais tu pourrais aller à Poitiers, par exemple, à apprendre la langue des signes, il n'y a pas de souci. Oui, il y a toujours une solution. C'est vrai que souvent on s'imagine, oh là là, cette personne-là peut vraiment pas, c'est pas possible. Alors ce mot impossible, là, il faut vraiment qu'on l'enterre et qu'on se dise non, tout le monde peut. Il y a toujours une solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il y a un film là-dessus qui est sorti au Luxe, il y a quelques années de ça, 2 ans, qui s'appelle Marie Hortin, qui traite spécifiquement de ce sujet d'une jeune sourde aveugle dans les années au 19e siècle. Oui, c'est exact. Ouais.